Bonjour Marion Brunet. Bonjour Thierry. Nous étions à Marseille il y a une petite demi-heure avec Colaniel. Eh bien, on y retourne avec vous. Bienvenue sur ce festival virtuel. On va parler de votre roman qui s'appelle Vanda. Vous êtes intervenu hier, donc je suppose que certains qui nous suivent vous connaissent déjà un petit peu. Je vais quand même faire une petite présentation rapide au cas où certains arriveraient sur ce roman et ne connaîtraient pas le reste de votre travail. Donc très rapidement, vous écrivez habituellement plutôt, on considère plutôt pour la jeunesse ou pour les ados ou les jeunes adultes. Des romans d'ailleurs qui ne prennent pas les ados pour des gamins et qui leur présentent souvent des sujets qui sont rarement abordés en littérature jeunesse, comme par exemple Dans le désordre, qui est un roman qui leur fait découvrir l'engagement citoyen et politique. Vous avez même osé, dans Sans foi ni loi, remettre le western au goût du jour pour parler de la condition féminine avec des résonances tout à fait actuelles. Des romans que les adultes lisent aussi en y trouvant tout à fait leur compte. Il n'est donc pas étonnant que vous ayez fait aussi des incursions dans la littérature dite adulte, ces frontières étant évidemment tout à fait contestables, il me semble, et on peut vous lire avec un égal intérêt dans tous les domaines. Vous aviez écrit un premier roman qu'on avait considéré comme étant un polar, un roman noir, puisqu'il a eu quand même le Grand Prix de littérature policière, qui s'appelle L'été circulaire. Et donc Vanda est votre seconde incursion dans la littérature, dans cette littérature adulte. C'est pas tout à fait un roman noir, encore que je pense que les amateurs du genre s'y retrouveront aussi. C'est un roman qui est plus axé sur je vais y arriver, la psychologie de l'héroïne principale, qui donc s'appelle Vanda, mais qui reste aussi un roman social, puisqu'il parle aussi de ceux qu'on appelle les laissés pour compte, des gens qui traînent leur misère et leur précarité, qui essayent de s'en sortir, mais qui n'y arrivent pas, des gens qu'on gicle comme des Kleenex à la moindre difficulté budgétaire. Et tout ça avec, on en parlera aussi rapidement, avec Marseille en toile de fond, une Marseille d'ailleurs que vous ne nommez jamais, qui est décrite, qu'on peut reconnaître, mais que vous ne nommez jamais en tant que telle. Alors, Vanda, c'est l'histoire d'une mère qui est célibataire, elle a 35 ans, son fils s'appelle Noé, il a 6 ans, elle le surnomme affectueusement mon bulot, petit mot gentil. Elle fait partie de ceux justement qui galèrent. Elle travaille comme femme de ménage dans un hôpital psychiatrique. Elle vit d'une façon illicite dans un cabanon en bord de mer. Elle prolonge comme elle peut aussi, en tout cas moi je l'ai senti comme ça, sa jeunesse, puisqu'elle fait beaucoup de fêtes. Elle a une vie assez libre. En tout cas, elle essaye de vivre un peu librement. Mais ce qui l'aide à supporter tout ça, sa précarité, la vie qui est quand même assez difficile, assez complexe, l'âge qui avance, c'est son fils. C'est le fil qui la relie à son fils, qui est un amour assez exclusif, un peu excessif, voire même assez nocif. Elle dit d'ailleurs plusieurs fois dans le roman, c'est toi et moi contre le reste du monde. Et c'est vraiment le nœud de ce qui constitue, me semble-t-il, sa relation. Mais un jour, elle croise Simon, qui est un homme qui a la quarantaine, qui revient de Paris pour enterrer sa mère. Simon semble d'être quelqu'un qui a fait des choix clairs dans la vie. Il est monté à Paris, comme on dit, il est devenu graphiste, il est en couple avec Chloé, donc il semble avoir une vie toute tracée. Mais le fait de revenir à Marseille, considéré comme étant un peu un retour au pays, va le bousculer. L'enterrement de sa mère et tout ce que ça fait remonter de sa propre vie et de son enfance va aussi le bousculer. Et il n'a pas fini d'être perdu, ce pauvre Simon, puisque, croyant qu'il est au courant, Vanda va lui apprendre que Noé est son fils. Donc on voit que c'est un roman assez dense en termes de thématiques, où il y a plein de fils qu'on peut tirer. C'est un roman aussi qui s'est présenté comme ça de façon un peu factuelle, mais qui est vraiment plein d'émotions. C'est quelque chose que les lecteurs et les lectrices en particulier ont beaucoup souligné. Tout à l'heure, on écoutait des extraits du répondeur du festival où les lecteurs donnent leur avis sur les livres qu'ils ont lus, et quelqu'un a dit que c'était un livre qui lui avait parlé au ventre. Votre roman, donc voilà, quelque chose d'assez fort.
je m'arrête de parler, je vous laisse la parole, Marion. Il me semble, donc, dans toute cette thématique, dans tous ces fils qui tressent votre roman et qui sont tous importants à différents niveaux, il me semble, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la colonne vertébrale de ce roman, la thématique qu'on peut ressortir principale, c'est la maternité, la parentalité au sens large. Est-ce que c'était l'idée première de ce roman ? Oui, 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 je pense que j'avais envie de parler de maternité et de parentalité. Vous avez raison d'employer les deux termes. Et comme j'en parlais un petit peu hier, justement, parce que je parlais de Sans foi ni loi. Et je pense que ces deux romans que j'ai écrits l'un à la suite de l'autre, et où dans les deux, j'avais envie d'explorer ces injonctions faites aux femmes dans leur maternité. Et l'idée qu'elles sont toujours ou trop ou pas assez. Vandal est plutôt du côté du trop, on va dire, si on doit le qualifier. Et j'avais envie de parler de ça et de la maternité dans la galère que c'est aussi, et dans comment on fait avec les outils qu'on a, comment on fait mal parfois, comment on se dépatouille de ça, et comment c'est encore plus compliqué quand on est comme Vanda dans une situation précaire socialement, dans une situation de grande solitude aussi, parce que même si elle voit beaucoup de monde, c'est une femme extrêmement seule. Voilà. Donc oui, il y avait évidemment la question de la parentalité qui traversait le roman. Et je voulais aussi explorer à travers Simon. Je voulais pas être dans un clivage que le lecteur se dise pas soit forcément que du côté, on va dire, du côté de Vanda, en se disant, bah voilà, la pauvre, elle vient se faire bousculer envahir par Simon. Simon aussi a ses raisons, et on comprend parfaitement pourquoi, enfin, à mon sens, il a envie d'avoir une place dans la vie de cet enfant. Alors, c'est vrai que on va développer un tout petit peu ces deux positions. C'est vrai que Vanda, ce qui est à travers elle, c'est effectivement la difficulté d'être mère célibataire. Enfin, elle a choisi, elle, de l'être. C'est pas qu'elle s'est sentie abandonnée ou quoi, puisque c'est elle qui a jeté Simon au moment de leur relation. Donc, mais il y a effectivement ce qui est évoqué dans le roman, c'est cette difficulté à élever un enfant seul, en fait. Oui. Et ce qui peut se jouer aussi dans ce que l'enfant vient combler, puisque pour Vanda, Noé, il devient son monde, en fait. Donc elle va aussi le mettre à une place qui n'est pas forcément sa place d'enfant, et il remplit toutes les cases de sa solitude, de sa détresse par ailleurs. C'est vrai que parfois on a l'impression que Noé, alors non pas il est l'adulte, hein, il joue pas ce rôle-là, mais quand même c'est aussi un guide. Enfin, dans le sens, c'est aussi lui qui ramène les choses parfois de façon un peu plus concrète à la vie, alors qu'elle, à la fois cette relation qu'elle a avec son fils. On sent que c'est ce qui compte pour elle, ça la fait vibrer, voilà. Et à la fois, elle a ces deux côtés. Elle adore son fils et il l'ennuie en même temps. Dans le sens, il la gêne parfois. Et ça, c'est une difficulté. Je trouve qu'on n'évoque pas souvent dans le fait d'être parent, parce que au-delà de mère ou pas, c'est quand on est parent, on aime nos enfants, mais on aimerait bien pouvoir vivre une vie normale, la vie d'avant peut-être aussi, c'est un petit peu la vie qu'elle a. Et en fait, elle a du mal à se situer entre les deux. Oui, peut-être qu'elle essaie de garder les deux, justement, voilà, en continuant de faire la fête, en n'étant pas forcément une mère parfaite, mais ça n'existe pas. Et en effet, oui, cette ambivalence de moments où elle a envie de hurler, elle a envie qu'il soit pas là, comme quand elle s'énerve, quand il renverse le café, enfin voilà, qu'elle a des espèces de gestes de violence, pas contre lui, mais de violence rentrée. Et des moments où il est tout et où elle ne peut pas imaginer vivre sans lui. Cette injonction faite aux femmes dont vous parliez tout à l'heure, que vous mettez à mal, et c'est tant mieux dans le roman, c'est ça aussi, cette idée il faut accepter de ne pas être des parents parfaits.
Oui, et ne pas juger aussi l'autre, enfin ne pas juger les mères qui sont pas parfaites. Je pense que il y en a un bon exemple dans le passage où elle, du goûter d'anniversaire en fait avec les mamans parfaites qui ont préparé des gâteaux et qui restent avec les enfants parce que c'est tellement merveilleux d'être avec les enfants et où elle a envie d'aller jouer aux courses parce qu'il y a l'hippodrome juste à côté euh, et où ça passe pas bien quoi. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Effectivement, c'est tout à fait révélateur. C'est ces injonctions sociales qui sont faites et les envies qu'on peut avoir, en tout cas que Mm. Vanda est là et qu'on aimerait tous assumer en fait quelque Mm. part et qu'on n'arrive pas. Ce qui m'a intéressé aussi dans le roman, c'est effectivement la place de Simon parce que et ça, c'est quelque chose d'assez contemporain aussi, la place du père avec cette idée. Alors donc Simon, il arrive, il a eu des envies d'enfant. Le problème, c'est que Chloé, sa compagne, elle, pour le coup, elle n'en veut pas. Donc c'est aussi encore une autre facette de la maternité ou de la non-maternité, de la parentalité et de la non-parentalité. Mais lui, il a envie d'enfant. Et du coup, comment est-ce qu'il se situe par rapport à cette annonce qui lui tombe sur la tête. Vanda, elle pense que par des relations communes qu'il a peut-être gardées, puisqu'il a vécu à Marseille, il est au courant, en fait, il ne l'est pas, et ça lui tombe dessus. Comment est-ce qu'il vit les choses ? Euh, Alors, je reprends juste sur Chloé parce que juste pour dire que Chloé, c'est un personnage qui était intéressant parce que je m'en suis servi justement pour donner une autre facette aussi des injonctions faites aux femmes, à savoir il faut faire des enfants et où elle en veut pas et où c'est pas non plus entendu. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui est moins exploité et qui est souvent moins attachant. Enfin, je sais que les lecteurs s'y attachent beaucoup moins, mais elle est elle est tout aussi légitime dans son refus d'avoir des enfants et y compris d'ailleurs dans son refus d'investir ce petit garçon que son mec vient de découvrir et elle voit pas quoi. Et elle c'est pas ce qu'elle voulait, c'est pas ce qu'elle donc voilà, je trouve qu'elle est très légitime là-dedans. Et moi, en tant qu'autrice, ce personnage-là m'a permis aussi d'explorer une autre facette, voilà, de la maternité, en tout cas de la non-maternité, du choix de la non-maternité. Tout à fait. Et pour revenir à Simon, je pense que c'est ce que j'ai essayé de mettre dans le roman, c'est-à-dire le fait de se rendre compte qu'en fait il est père, il le savait pas, c'est comme si ça lui donnait une forme de consistance et oui, il a envie, et on peut comprendre, puisqu'il n'était pas au courant, il a envie de s'investir auprès de cet enfant. Après, il le fait sans doute maladroitement, et lui aussi, à certains moments, en jugement de la façon dont Vanda organise sa vie, ou tente d'organiser sa vie. Ce qui m'a semblé assez juste aussi dans les différents cas que vous évoquez dans le roman, c'est que justement, il devient peut-être difficile, et notamment pour les hommes, de se situer aussi par rapport à cette histoire de parentalité, avec peut-être l'idée d'être perdu. Je lis un court passage justement où il y a un dialogue entre Chloé et Simon, où donc Simon commence à vouloir s'investir dans le rôle de père, où Chloé, elle comprend pas, et elle lui dit ces mots, puisqu'il appelle le garçon, il appelle Noé, qu'il n'a pas vu ou quasiment pas vu, il l'appelle déjà mon gamin, comme s'il avait un vécu déjà ancien. Donc elle lui dit, arrête de dire mon gamin, c'est ridicule. Tu viens de découvrir son existence, c'est elle qui l'a pondu, c'est elle qui l'a torché, qui s'est levée la nuit, l'a inscrit en crèche. Simon, tu me fais le coup de la solidarité féminine ? C'est la vérité, elle l'a fait sans toi, elle t'a rien demandé. Il y a 30 ans, quand une meuf se plaignait d'être enceinte, au mec qui l'avait sauté sans faire gaffe, on l'accusait de vouloir gratter du pognon ou se faire épouser pour une situation. Le nombre de connards qui se sont soi-disant fait faire un gosse dans le dos, on compte même pas. Maintenant, quand une femme décide de se passer d'un mec pour élever un môme, c'est la crise, on vous vole la paternité et je ne sais quelle connerie encore. J'ai trouvé que c'était... Alors c'est peut-être mon point de vue de mec, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était très juste aussi dans cette idée de où se situent les pères dans tout ça.
Oui, alors après, ce qui est compliqué, c'est que justement la feinte quand on est auteur, c'est qu'on peut se permettre d'explorer des positions différentes et de s'autoriser à être au milieu de tout ça, ou en tout cas à ne pas forcément clairement dire de quel, derrière quel personnage on est, peut-être derrière un peu chaque personnage. Du coup, je n'ai pas de positionnement radical là-dessus. Je pense que ce qui m'a intéressé, c'est justement d'explorer des positions différentes et des ressentis différents et de montrer que de chaque point de vue, en fait, des choses se défendent et je suis autant avec Vanda qu'avec Simon et qu'avec Chloé, selon les moments du roman. En fait, je pense que chacun a un endroit de blessure, de désir d'hégémonie sur ou avec cet enfant. Et donc voilà, moi je me pose pas en sociologue de la parentalité. Je crois que voilà, ce qui m'intéressait, c'était d'aborder par des personnages et par ce qu'ils vivent en fait, par ce qui leur arrive dessus, les ressentis et ce par quoi ils peuvent être traversés. Tout à fait. Alors effectivement, il y a tout un tas de nuances, mais qui justement nous incitent à réfléchir sur ces injonctions, sur cette position de parents qu'on a ou qu'on n'a pas, ou qu'on voudrait avoir, ou qu'on a du Oui, mal à avoir. Donc ça, c'est tout à fait, le roman pour ça est est tout à fait juste, il me semble. parce que c'est ça qui m'intéresse. Je crois que c'est d'amener à réfléchir et pas forcément à amener des réponses. Je j'écris pas pour donner des réponses en fait. Et puis parce que moi aussi je m'interroge. J'ai pas non plus forcément les réponses. J'énonce plus des positions humaines, des situations humaines, et puis je vais aller un petit peu essayer par des petites nuances, par des petits détails, mettre à jour les endroits où ça fait des failles, là où ça grince, là où ça euh, plus que d'avoir une position claire au départ et de dire bah voilà, je vais écrire un bouquin pour démontrer que Ouais. c'est pas ma démarche. Alors, on n'en dira pas plus sur les personnages parce qu'il faut aussi laisser à ceux qui n'ont pas la chance de ne pas avoir encore lu ce roman de le découvrir. Mais effectivement, pour ceux qui l'ont déjà lu, on peut leur conseiller tout à fait, entre autres, tous vos romans d'une façon générale, mais particulièrement Saint-Foy-Ninois, qui effectivement fait un pendant aussi sur cette question-là, en tout cas de la maternité, avec un autre personnage qui est mère aussi célibataire et qui a un autre vécu, qui a une autre position. Donc c'est vrai qu'on peut tout à fait lire les deux en parallèle. Je voudrais quand même qu'on parle aussi du contexte dans lequel se déroule cette histoire, qui est évidemment très important. Pourquoi c'était important, dans ce roman en particulier, d'évoquer un contexte social. Donc il y a tout le vécu quotidien de Vanda, qui travaille en hôpital psychiatrique, mais à travers ça, il y a des histoires de grève, il y a les gilets jaunes, il y a une colère sociale qui est présente. Pourquoi c'était important d'évoquer cette colère sociale-là? Bah, alors là, vraiment, parce que je pense on peut pas en faire l'économie. On est dedans jusqu'au cou. Je pense que c'est des choses qui évidemment non seulement m'intéressent, mais me percutent au quotidien. Et mon personnage est en plus femme de ménage en hôpital psychiatrique. Alors il se trouve que j'ai travaillé pendant pas mal d'années en hôpital psychiatrique et, euh, et que la situation de l'hôpital, enfin je pense que j'apprends rien à personne en disant que la situation de l'hôpital est absolument catastrophique. En hôpital psychiatrique, je dirais pas que c'est encore pire, mais enfin c'est un peu la dernière roue de la charrette au niveau hospitalier, donc c'est des conditions de plus en plus terribles. Donc pour moi, c'était une évidence en fait de parler de ça par le biais de son travail, d'évoquer une situation sociale lamentable et une manifestation qui tourne mal avec des violences policières, puisque en plus le, le petit événement dans la manifestation, donc de cette jeune femme qui se fait limogé par des policiers et où personne ne peut approcher, c'est
ça s'est passé en fait à Marseille, hein, puisqu'il y a une jeune femme comme ça qui a été molestée par la police et qui a eu un traumatisme crânien, hein, avec des pertes de capacité motrice, et qui s'est réveillée après plusieurs jours de coma à l'hôpital. Donc pour moi, c'est ma colère à moi aussi qui parle, dans l'envie de raconter ça et ça pour le coup, c'est pour être au plus près du réel contemporain en fait. C'est ce dont Là, on on est en vit. plein dedans, hein. Enfin, je veux dire, par rapport aux Ouais. manifestations d'hier, par exemple, on est tout à fait, Complètement. dans votre roman, on est tout à fait dans la vie, dans la réalité de ce qui se passe et dans les questions qui nous sont posées aujourd'hui par rapport notamment aux violences policières. Oui, et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que Vanda, au départ, elle n'est pas militante. Elle est vraiment, elle n'a pas une conscience politique particulièrement développée. Elle bosse à l'hôpital, elle voit que les conditions de travail se dégradent. Elle a des copains syndiqués qui lui disent, ça te dit de venir en manif avec nous parce que là c'est plus possible. Elle voit bien qu'effectivement ça craint. Elle a un contrat précaire. Elle dit ok, j'y vais, mais c'est pas non plus c'est pas une militante au départ. Et là, elle va finalement, ce qu'elle va vivre va à la fois la terrifier. Et en même temps, je pense que c'est un bel exemple de radicalisation positive. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, face à cette réalité-là, elle peut que prendre conscience d'une situation du monde encore pire que ce qu'elle pensait, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a une belle énergie, il me semble. Il y a de la colère et de la rage, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que cette colère qui permet aussi de se redresser et de faire face, même si, et ça, j'ai trouvé ça très juste aussi, c'est difficile d'exprimer parfois cette colère. Vanda, elle a de la colère pour ce qu'elle vit au quotidien face à l'instit qui l'engueule parce qu'elle elle vient trop tard après la sortie chercher son fils, face à des employeurs qu'elle va trouver. Il y a une histoire avec un directeur de camping corse qui est un mec absolument odieux, qui a un comportement dégueulasse avec elle, utilisons les mots justes. Il y a tout un tas de choses comme ça. Sa situation personnelle, elle voudrait bien s'en sortir, mais effectivement, même quand quelqu'un lui propose d'avoir une formation, c'est compliqué, et donc elle finit par s'engager. Et en fait, le seul moment où elle arrive un peu à redresser la tête, c'est dans un bus où il y a un gars qui écoute la musique avec son smartphone et elle va le voir pour lui dire « Écoute, là c'est insupportable, t'embêtes tout le monde avec ta musique ». Et même ça, c'est compliqué. Donc la colère, elle l'amène, enfin en tout cas elle en a, elle essaye de la... Mais c'est compliqué de faire sortir cette colère et de s'en servir de façon positive justement. Oui, mais parce qu'en plus, je pense que Vanda, elle n'a pas forcément les outils. Et ça, c'est quelque chose dont j'essaie que j'essaie d'aborder dans mes bouquins. C'est aussi le fait de pas toujours avoir les outils, et entre autres les outils. Je pense que quand on n'a pas les mots, c'est difficile. On passe par les actes, et je pense que c'est aussi en ça que, pour moi, c'est un roman noir, c'est un roman qui part vers une tragédie. On le sait dès le départ. Cette colère, elle s'amasse. Elle n'arrive pas elle n'arrive pas à sortir de sa situation. Chaque chose la ramène. Chaque fois qu'elle essaie un petit peu comment dire. Bon, j'ai mal commencé ma phrase, mais disons qu'à chaque fois, Chaque fois qu'elle essaie d'exprimer cette colère, c'est ça, de la sortir. On lui remet la tête sous l'eau, quoi. Donc je pense que ça annonce un petit peu la tragédie qui arrive, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, il n'y a plus que les gestes qui peuvent remplacer les mots, et une forme de violence. Alors, dans ce roman, donc, je l'ai dit en introduction, il y a aussi, il se situe à Marseille, où vous vivez, donc c'est pas non plus anodin l'ambiance de cette ville. Il y a tout un tas de choses qui sont dites de Marseille, pas toujours positives d'ailleurs. Enfin, une qui en parle justement, c'est Chloé, quand elle arrive de Paris pour rejoindre Simon et qu'elle découvre. Alors Chloé, elle est, comment on va dire, plutôt un peu propre sur elle. Enfin, je veux pas la caricaturer non plus, hein, mais voilà, c'est une Parisienne, une jeune femme qui, je pense, se situe dans son temps, dans son époque, et qui s'y trouve bien. On va dire un peu bobo peut-être aussi. Et elle arrive à Marseille
Et là, pour elle, c'est la catastrophe. Elle trouve que cette ville est sale, que les gens ont un comportement catastrophique. Enfin, elle n'est pas du tout à l'aise dans son aliment. Mais donc, c'est une ville que vous décrivez dans ce roman, par petites touches, mais que vous n'avez jamais nommée en tant que telle. Pourquoi ? Alors, je l'ai pas nommé parce que j'avais peur de la caricature, en fait, j'avais peur que si Marseille était nommée, on va dire, mettons, dès la 4e de couverture, ça allait, ou dès le début du roman, Marseille, c'est une ville qui génère des clichés, donc instantanément, je pense qu'on aurait eu derrière une image de Marseille, parce que vous dites que vous venez de Marseille, tout de suite, il y a l'accent, le pastis, la pétanque, l'OM et les AK-47 dans les quartiers nord. Et je voulais éviter que le lecteur soit finalement perturbé par ces clichés en lisant, et je voulais en donner une image et une lecture qui est la mienne, que j'espère différente en fait de celle qu'on va trouver dans le peut-être dans quelque chose d'un peu cliché quoi, autour de la ville. Et parce que moi, je trouve que c'est une ville assez extraordinaire, mais qui est effectivement dure, difficile, brutale. C'est une ville extrêmement pauvre, donc avec beaucoup de clivages sociaux qui alimentent des tensions. Et Chloé, elle est un peu ce symbole-là, parce que c'est la Parisienne qui vient à Marseille et qui a pas du tout les mêmes codes. Et qui part du principe que les bons codes, ce sont les siens. Et donc, elle est en lutte contre cette ville qu'elle ne comprend pas et dans laquelle elle n'arrive pas du tout à s'intégrer, même pour quelques semaines. Mais est-ce que c'est aussi difficile que ce que Chloé a l'air de dire, de s'intégrer dans cette ville quand on n'est pas de Marseille, justement ? Alors, moi, j'y suis arrivée il y a 25 ans, donc c'était très différent, je pense. Et puis j'étais très différente. Je pense que c'est pas une ville facile, non. Je pense que s'il y a des choses avec lesquelles il faut arriver à faire, et c'est pas forcément évident. Non, alors il y a des gens qui tombent amoureux très vite de cette ville, et je le comprends parce c'est une ville très prenante aussi, qui est fascinante à plein de points de vue, qui est magnifique, mais je peux comprendre aussi qu'on se sente agressé par cette ville. C'est bruyant, c'est brutal, c'est sale, c'est une réalité. C'est une ville qui a été gérée quand même pendant des années et des années par des politiques crapuleux. Non, mais donc oui, ça reste une ville complexe. Et à la fois, effectivement, il y a aussi, notamment pour ceux qui la connaissent et sans doute particulièrement pour ceux qui y sont nés, il y a un attachement qui est viscéral. Simon, par exemple, qui est parti de Paris, il y a aussi plusieurs indications où vous dites que arriver à Paris, c'est pas non plus pour lui, c'est pas non plus simple, et que il a l'impression, finalement, parfois sans s'en rendre compte, parce qu'il a envie d'autre chose, il a envie d'avoir une vie un peu différente au départ, mais il a l'impression, à un moment où il se rend compte que finalement il s'est renié aussi, et que quand il revient, alors qu'il n'avait pas du tout envie d'y aller, il revient pour l'enterrement de sa mère et qu'il revient à Marseille, finalement il se rend compte qu'il est chez lui. Donc il y a quand même, il y a un attachement affectif aussi vraiment fort, quoi. Oui, clairement, mais parce qu'en plus, c'est une ville c'est une ville extrêmement, quand je dis prenante, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais moi, je suis une Marseillaise d'adoption. J'y suis arrivée il y a 25 ans et finalement, j'ai jamais réussi vraiment à en partir. J'ai fait des petites tentatives d'aller ailleurs, tout ça, et j'y reviens. Pourtant, j'y suis même pas née. Il y a quelque chose où, dans cette ville, où si on y est bien, si on l'adopte, elle nous adopte, et ça peut très très bien fonctionner avec cette ville. Il peut y avoir une vraie adoption. On n'a pas besoin d'y être né, par exemple, parce que Marseille, c'est une ville d'accueil. Donc il y a tout le temps des nouvelles vagues de gens qui viennent s'installer, mais qui viennent d'autres pays ou qui viennent juste d'autres villes. Finalement, les Marseillais de naissance, il n'y en a pas tant que ça. Moi, la plupart des gens que je connais sont arrivés à un moment à Marseille et s'y sont installés et n'ont plus réussi à repartir. Donc, c'est une vraie ville d'adoption et d'accueil.
mais elle est compliquée. Et quand je mets en scène Chloé qui découvre Marseille, je pense que je mets un petit peu en lumière le clivage Paris-Marseille, qui est une vieille histoire, et qui est aussi la rencontre de deux mondes, qui est aussi une histoire de lutte des classes. Tout simplement parce Tout à que, fait. oui, Marseille est une des villes les plus pauvres de France et que Paris, Paris, c'est là qu'il y a la culture, c'est là qu'il y a le pouvoir central, c'est de là que partent tous les trains. Voilà, on est quand même dans un pays où la capitale a une importance très, très particulière, a un poids et où, oui, c'est la rencontre de deux mondes et de mondes socialement Très opposé. très opposés. Eh bien, on arrive malheureusement au terme de cet entretien, Marion. Déjà? Et oui, déjà. On serait bien resté encore longtemps avec vous. En tout cas, merci pour toutes ces précisions sur votre roman. J'espère que ça donne et à la fois des clés pour ceux qui l'ont lu et des envies pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Encore une fois, toutes les réactions qu'on a pu avoir sur le festival par rapport à votre roman, c'est beaucoup d'émotions pour ce roman. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous à une prochaine fois et à En bientôt. vrai, j'espère. En vrai, voilà. Merci Marion. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.